Bonjour à tous et bienvenue ou bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast. Alors cette semaine, j'accueille Fernando Castellon et on va commenter donc la Distill News numéro 101 déjà, qui s'appelle Ça cartonne et qui a été publiée le dimanche 2 avril 2023. Donc hello Fernando et merci de me rejoindre. Hello Fred, ravi d'être avec toi. J'adore ta newsletter, donc je suis ravi de participer. Très très bonne entrée en matière. Donc Fernando qui est, tiens, je regardais ta fiche LinkedIn tout à l'heure. T'as été éditeur de Ginger, qui était une très belle revue. J'ai vu que tu as même été ambassadeur d'Annecy. Tu es évidemment parmi les tout premiers ambassadeurs. Il y a donc début des années 2000, hein, tu vois. Donc ça date. À une époque où je peut-être n'avais même pas le droit de boire encore. C'est ça, oui. T'es aussi auteur du Larousse des cocktails, hein, j'ai vu que la réédition de 2017, il y avait écrit qu'il y avait plus de 100 000 exemplaires vendus, donc bravo. Donc, Oui. Bah, écoute, c'était parti d'un besoin à l'époque et voilà. Et après, ça a été réédité. On en est là. Voilà. Donc un très bel invité. Et puis pour compléter, tu es également créateur du Paris Cocktail Festival, voilà, qui était donc ta création jusqu'à 2016, si je ne m'abuse. Oui, ça a été repris par Amuse-Bouche et puis il reste évidemment les trophées du bar dont on parle. Parfait. Voilà, donc j'imagine qu'on aura plein d'insights super intéressants de ta part sur les news qui arrivent. Et je te propose, c'est qu'on attaque directement, qu'on rentre dans le vif du sujet. Et évidemment, c'était publié le 2 avril. Évidemment, il y a eu le 1er avril qui est passé par là. Donc, on va en passer deux en revue vite fait. Simplement pour dire que sur un site qui s'appelle Gin Raiders, j'ai vu qu'il y a Hendrix qui aurait sorti un lait de concombre. Voilà, qui est évidemment totalement fictif, du moins a priori, sait-on jamais. Je dis ça parce que il y a un an de cela, je crois que c'est 2021, Hendrix avait dit qu'il faisait des pickles infusés au gin et finalement, même pas un an plus tard, ils ont vraiment fait ça avec un deli new-yorkais. Donc sait-on jamais. Donc, le côté pourquoi pas. Donc voilà, je sais pas si c'est un produit qui t'inspirerait en cocktail, mais bon, ça a l'air assez chelou. Ouais. Voilà. Suivant, c'est pareil, on est toujours sur le ton du 1er avril des Poissons Avril, c'est Glenlivet qui aurait sorti un cubi. Alors ça se passe en Australie, un cubi de Glenlivet de 1,5 litre. Voilà, s'appelle The Goonlivet. Et plutôt amusant. Ils ont même fait un petit spot qui a été diffusé, alors qui n'est pas répertorié sur leur chaîne. Hein, ils ont fait ça un peu discrètement, mais c'est sur leur site, qui a finalement rien à envier à des pubs pour parfum. Donc voilà, je vous encourage évidemment à aller voir ça. C'est évidemment, vous avez tous les liens. Je rappelle comme toujours que vous avez tous les liens sources dans la newsletter sur distillnews.fr. Mais voilà, plutôt amusant. Et ils ont même fait un partenariat avec un bar, peut-être que tu connais, à Melbourne ou à Sydney, qui s'appelle le Maybe Sammy, bar très réputé, qui a le cubi en question, qui nous vante les mérites un peu du format, combien c'est pratique et tout. Combien c'est beau pour le mettre sur le back bar aussi. Hein. Exactement, c'est magnifique. Celle-là m'a plutôt amusé. Donc on voit aussi que pour servir, c'est très pratique. Oui, alors surtout ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même le vent en poupe pour toute cette demande en bib, un petit peu bag-in-box. Mais souvent, on est dans des formats, pour que ce soit plus écologique et plus économique, entre guillemets, beaucoup plus gros. On est sur du 5 litres, au moins 3 litres, 5 litres. Et là, c'est drôle de voir effectivement le 1,5 litre que tu peux manier dans les mains, quoi. Donc, exactement. Donc un peu bizarre, mais comme tu le dis, vu qu'il y a cette tendance-là, moi, en fait, quand je vois ça, ça me choque même pas. Je me dis, mais en fait, pourquoi pas, faites-le. Enfin, oui, et puis on ne sait pas dans quelques années, une fois que ce sera un peu plus acceptable peut-être. Pas de le sortir comme ça. Mais... Là, je pense qu'ils le font... Moi, je soupçonne qu'ils tâtent le terrain un peu en faisant ça le 1er avril. Comme ça, ils voient un peu... Ils mettent pas Glenlivet sur le truc, ils mettent Goodlivet. Comme ça, ils se mouillent pas trop, mais en même temps... Va savoir, je pense qu'à part le fait que ce soit un 12 ans d'âge qui finisse dans un contenant comme ça, tu te dis ok, bon. Mais sinon, on voit que le gin, le rhum,
la vodka le font sans problème. Pourquoi pas à terme le whisky, quand bien même il est un certain âge. Voilà. Et peut-être pas NC, Rémi Martin et tout encore, mais bon. Non, mais après, je pense que ça dépend aussi du prix du produit au départ et puis de l'exclusivité, enfin dans l'expérience, quoi, c'est sûr. Mais bon, c'est intéressant. Absolument. En tout cas, ils ont mis les moyens de promouvoir effectivement le concept. Ils sont allés à fond, quoi. Exactement. Moi, c'est cool. Moi, je suis très, très friand de ce genre de choses. Et alors, du coup, j'en viens à la news suivante. Justement, en parlant de cognac, là, on change totalement d'univers. On revient à des choses plus sérieuses. On a Louis XIII, donc c'est chez Rémy Cointreau, qui a lancé en fait, il y a 10 ans, ils ont lancé un Rare Cask 42.6, donc c'est l'ABV, le taux d'alcool. Ils ont lancé un nouveau qui s'appelle le 42.1. 775 carafes signées Baccarat qui ont pour particularité d'être toutes noires. Voilà, et pour l'info, ça coûte quand même $50,000 de ce que j'ai vu. Donc c'est pas pour toutes les bourses. Non, puis je serais curieux de voir la plus-value en 10 ans, tu vois. Parce que le prix, je suis pas sûr qu'il était aussi haut, mais... Ouais. Donc en tout cas, bref, si vous avez le livret A qui est plein et que vous savez pas quoi faire, peut-être, c'est l'occasion. Voilà. Sinon, un peu moins cher, news suivante, on a Camus qui a aussi fait quelque chose. Alors pareil, il joue sur les chiffres, ça s'appelle la cuvée 4.186 Electrum. Là, on est plutôt dans les 12 000 €, il me semble, 12 000, 13 000. Et en fait, ça s'appelle 4.186 parce qu'en fait, c'est un assemblage de 4 eaux de vie simplement, 4 fûts, et qui cumule AE4 186 ans. À savoir qu'en fait, je crois qu'il n'y a rien de moins de 30 et quelques années dans cet assemblage, et ça monte même jusqu'à plus de 60 ans. Donc enfin, en tout cas, si on fait le calcul rapido, c'est plus de 45 ans de moyenne d'âge, en gros, sur les 4. Donc voilà, pareil, si vous avez 12 000 13 000 € et que vous savez pas quoi faire. Plus accessible, n'est-ce pas? C'est ça. Absolument. Enchaînons. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, on passe. Là, on passait sur des choses très vieilles. Là, on passe sur beaucoup plus jeune. On a la distillerie Escagnan qui a lancé quelque chose qui s'appelle Popcorn. Et en fait, c'est un pur grain à base de maïs. Alors, ils mettent en avant le côté maïs. Mais en fait, si on regarde un peu dans le détail, en réalité, c'est 30% de maïs et 70% d'orge maltée. Voilà, donc là, ce qui m'a intéressé dans ce produit, c'est de se dire comment des Français s'approprient le terme moonshine pour vendre des eaux de vie de céréales qui sont encore jeunes, qui ne peuvent pas encore s'appeler whisky. Et puis aussi le fait qu'ils utilisent du maïs, donc comme on pourrait le faire dans le bourbon, hein, même si là, on n'est pas sur une majorité de bourbon. Mais je trouve très intéressant que ça se développe, qu'on aille au-delà de juste faire de l'orge, quoi. Oui. Voilà. Puis même le pack est plutôt sympa, disruptif un petit peu quand même pour la catégorie. Donc c'est exactement. Donc à suivre. Whisky français, sympa. Ouais. Puis comme je dis régulièrement là chaque semaine, c'est que je suis en fait ravi qu'on puisse, avec le whisky français, qui est très jeune encore, être témoin un peu de toutes ces étapes intermédiaires de produits. Tu vois, peut-être que d'ici à Escagnan, dans 10 ans, on en reparle, ils auront fait un 10 ans d'âge et tout. Mais là, on a l'occasion de goûter des choses très jeunes. Voilà. Ouais. Ensuite, on reste côté français avec les Rhums du Sud qui ont sorti un arrangé agrumes rares. Et là, ce qui m'a interpellé et que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, ils ont pris des zestes des agrumes en question et ils les ont suspendus au-dessus du rhum dans la cuve. Donc, en fait, c'est une espèce d'infusion, mais à l'air, enfin, je sais pas comment je pourrais le définir. Ouais, c'est un type d'infusion, effectivement. Mais là, du coup, est-ce que les conditions, la température a joué aussi pour qu'il y ait une intégration? Parce que souvent, les huiles essentielles, elles sont des points d'ébullition, il me semble, comme l'alcool. Donc, il faut faire attention. Enfin, mais en tout cas, je pense que ça joue sur le fait que l'alcool s'évapore naturellement, même à température ambiante, tu vois. Et du coup, si c'est dans une cuve fermée, il y a une espèce d'évaporation, recondensation, il y a un truc
Ouais. Il y a quelque Ça chose qui dépend se du passe. temps, quoi, voilà, en général. Et puis ça me fait Puis penser du degré. aussi, ouais, ou simplement quand tu sais, je pense, si tu laisses une carafe d'eau au frigo à côté de ton plateau de fromage, tu réalises Les qu'il y a quatre, des échanges qui se font. ouais. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Ça m'a fait aussi penser à. J'avais vu il y a quelques années, c'était Rémi Savage, il me semble, qui avait fait un cocktail, un Negroni au houblon, où en fait il avait suspendu du houblon dans un Oui. bocal. Et voilà, c'était un air Il, infused ouais, Negroni, il je avait sais. repris la technique, il y a un an pour la technique, et j'avoue que je sais plus, mais c'est très ancien, c'est certain. Mais c'est ça, c'est très sympa enfin, après, il y a la partie storytelling, mais c'est bien d'aller Mm. chercher aussi d'autres pistes, Ouais. parce que tu captes pas forcément les mêmes choses. Donc, s'il y a un résultat Bah, spécifique, faudrait goûter les différentes versions, idéalement. bah, c'est clairement plus subtil comme type d'infusion pour le coup. Oui. Euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a Glenfiddich. Glenfiddich qui innove avec un produit qui s'appelle Grand Yozakura et qui est en fait un single malt de 29 ans d'âge et qui a pour particularité d'avoir été fini dans des fûts de Dawamori, donc qui est un Ok. alcool de riz japonais d'Okinawa, donc Okinawa, ouais. l'île des centenaires, tout ça. Donc voilà, peut-être un whisky qui a des vertus Ouais. voilà, en termes de longévité. Donc voilà, je vois que en tout cas, même aujourd'hui, on continue d'innover dans les finishes de fûts un peu Tout à inédits. fait. Mais c'est drôle d'aller déjà sur du finish, sur du 29 ans d'âge. Hmm, Enfin, ils peuvent se le permettre avec les stocks qu'ils ont probablement, c'est mais vrai. il y a déjà une volonté de positionnement et d'aller chercher peut-être une niche Hmm, assez spécifique. Ouais. Et évidemment, l'influence japonisante aujourd'hui qui est souhaitée pour beaucoup. Ouais. carrément. Donc, bref, nouveauté chez Glenfiddich. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? On a Casa Azul. Alors, Casa Azul, c'est une marque de tequila. En fait, à la base, c'est un RTD à base de spiritueux d'agave, qui a été fondé par un joueur de foot américain d'ailleurs, qui a gagné le Super Bowl cette année. Et qui en fait décline maintenant vraiment une gamme de tequila et particularité, je sais pas si, enfin moi c'est très rare que je le vois mentionné, mais c'est de la tequila bio. Donc, euh, donc voilà, tequila bio et pour accompagner tout ça, il y a en fait une actrice qui s'appelle Eiza Gonzalez qui a joué dans Baby Driver, dans Fast and Furious, dans Ambulance, qui en fait se joint est partenaire maintenant de la marque et fait aussi égérie, peut-être inspiré par Dwayne Johnson qui a lancé comment ça s'appelle, Terre Mana Tequila. Et voilà pour Casa Azul. Alors on a un petit souci technique, hein. Si vous regardez en vidéo, hein, vous voyez que on a perdu l'image de Fernando en direct, mais on a toujours le son, donc tout va bien. On va pouvoir continuer à commenter. Et je te propose qu'on enchaîne justement Oui. avec Bacardi. Bacardi qui a lancé il y a un an de cela des cocktails prêts à boire en bouteille sous une marque qui s'appelle Tales. Donc des cocktails à base de Bacardi naturellement, à base de quoi? De Dewars, enfin de marques du portfolio Bacardi. Ouais. Voilà. Et cette marque apparemment arrive bientôt en France. Bon, bah, écoute, c'est vrai que c'est très actif à ce niveau-là, au niveau des cocktails prêts à boire, ready to serve. Donc, il y a de plus en plus d'acteurs et ça fera de plus en plus d'options pour les consos. On va voir comment ça prend. Absolument. En tout cas, moi, je suis plutôt très optimiste pour. Enfin, voilà, moi, j'y crois. En tout cas, toute cette gamme qui se développe Ouais. à suivre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? On continue sur les news produits. Bah non, en fait, tout simplement, bah, si vous voulez davantage de news produits, sachez que j'en relais énormément dans la quotidienne de DC News. Donc, n'hésitez pas à checker sur dcnews.fr. Il y a notamment un récap toutes les semaines pour reprendre tout ça en détail, plus complet. Donc voilà, je vous invite évidemment à vous inscrire. Ensuite, on passe à grosse news tiens, de la semaine. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Il y a l'agence SoWine hein, qui chaque année fait un baromètre qui s'appelle SoWine Dainata. Donc voilà, donc son baromètre 2023 qui est sorti. Et qu'est-ce qu'on peut J'ai en dire regardé. rapidement sans évidemment, on va pas tout dérouler. Hein. Ouais. Ils ont fait Je une crois que présentation.
C'est les préférences qu'on voit d'abord. Donc là, il nous montre les attraits des consommateurs pour les différentes catégories. Absolument. Et on c'est voit intéressant. En fait, ce qu'on voit, c'est que la bière donc, est passée devant le vin. Donc, on a, selon l'échantillon qui a été interrogé, c'est la bière qui est le type de boisson préféré, hein, avec 56% de mention, devant le vin qui a 55%. Et on voit qu'en 4e position, donc après le champagne, c'est les cocktails qui arrivent. Et fait notable, c'est que les spiritueux purs, eux, arrivent derrière encore le cidre. Voilà, ils sont mentionnés 20% du temps. Autre chiffre assez marquant, je pense, peut-être là-dedans, c'est d'apprendre qu'il y a 15% de Français qui déclarent ne pas consommer d'alcool et que ça se monte même à 23% chez les 18-25 ans. Donc voilà, un trend aussi de ce côté. Ensuite, il y a notamment dans les slides un petit focus sur les spiritueux, évidemment, avec le rhum qui est apparemment le plus mentionné, le plus cité à 80. Comment ? Oui, c'est ça, c'est un peu leur préférence, quoi. Je crois. Voilà. Donc en gros, moi je l'interprète comme le rhum est un peu le spiritueux le plus consensuel, celui qui va séduire le plus de gens, parce qu'en fait, je pense que la grosse nuance qu'il faut apporter là, c'est que c'est pas le rhum qui se vend le plus. Oui, tu as raison. Voilà, on a finalement le whisky qui est derrière dans ce classement, mais le whisky, visiblement, les consommateurs de whisky en consomment plus fréquemment, dépensent plus d'argent dans le whisky, ce qui fait que le whisky est devant, je pense de très loin, j'ai pas les chiffres en tête là, mais est loin devant le rhum, et puis même on pourrait aussi mentionner les anisés qui sont très très forts en France, et ce qui ne ressort pas forcément dans ce classement. Oui. Ensuite, on a une autre slide que je voulais mettre en avant qui concerne les cocktails, donc les Français et la mixologie. Et sur celle-là, en fait, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que là où j'aurais pensé qu'on était très digitalisé dans ce domaine, en fait, tu vois que les sources d'inspiration pour les cocktails, c'est en premier lieu les livres de recettes devant les sites web. Et finalement, tout ce qui est vidéo en ligne, il y en a pléthore, ou les réseaux sociaux, ça vient bien après, enfin, c'est cité bien après. Donc voilà, finalement, en termes de recettes, il n'y a pas besoin de réinventer la roue non plus. Un bon vieux bouquin, ça fait toujours, ça fait toujours le taf, quoi. Oui, puis c'est peut-être une question de entre guillemets de culture et de parallèle. S'ils sont habitués à regarder les recettes de cuisine sur un bouquin, peut-être qu'ils sont rassurés avec les cocktails aussi. Puis bon, peut-être que ça bougera par la suite. Ouais. Mais c'est impressionnant de voir de voir le gap du nombre de consommateurs connectés à l'univers de la mixologie aujourd'hui. C'est bien parce qu'on est parti de loin. Mais c'est chouette. Carrément. Donc voilà, en tout cas sur ce baromètre, si vous voulez plus d'infos, écoutez, sur le site toujours, il y a le communiqué de presse complet, il y a toutes les slides, toutes les infographies. Donc voilà, si vous voulez creuser notamment sur le sujet du vin ou de la bière, il y a aussi des slides dédiés à ça. Donc je vous invite à checker le lien dans la newsletter. On enchaîne ensuite avec, c'était un peu la grosse news la semaine dernière, c'était tous ces projets de loi, je ne sais pas si tu as suivi, sur les influenceurs. Oui. Donc voilà, la promotion faite par les influenceurs. Et il y avait notamment un volet, est-ce qu'il faut durcir la loi par rapport à la promotion de l'alcool ? Et notamment avec Addiction France qui voulait en fait tout simplement qu'on interdise purement et simplement la publicité de l'alcool par les influenceurs, au même titre qu'elle est interdite à la télévision ou au cinéma. Voilà, donc s'il y a... Faudra déjà définir ce qu'est un influenceur, du coup. Ça va être compliqué. Oui, voilà. Bon, en tout cas, la loi a été gérée donc, jeudi dernier, donc 30 mars. Et ce volet d'interdiction sur l'alcool a lui été rejeté. Hein. Donc depuis 2009, c'est la loi E20 finalement qui fait foi. Ça s'applique. Et finalement, l'argumentaire, c'est que la loi E20, elle est déjà très, très restrictive et que finalement, si tu suis la loi E20 à la lettre, finalement, les influenceurs, ils peuvent pas faire de la promotion d'alcool. Donc voilà, donc je veux dire, ça ne sert à rien d'ajouter une interdiction par-dessus l'interdiction. Oui.
voilà, donc c'était un peu la news. Donc voilà, donc a priori, sur tout ce qui est alcool, statu quo, en gros. Voilà. Donc évidemment, les alcooliers ont sans doute fait un peu de lobbying là-dessus. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a Provine qui a dévoilé ses chiffres de son édition donc, qui avait lieu mi-mars. Et c'est 49 000 visiteurs en 2023 à Provine. Donc un gros salon. 49 000, sachant que l'an dernier, c'était 38 000. Donc il y a un joli bond. Ouais. Et il y a 6 000 exposants à Provine. Donc pareil. Et à titre purement comparatif, il y avait Vinexpo qui était il y a 2 mois maintenant, mi-février. C'était 36 000 visiteurs, donc Vinexpo. Donc ça reste imposant, mais on voit que Provine, c'est quand même monumental, pour 3 387 exposants à Vinexpo, versus donc 6 000 à Provine. Ouais. Voilà pour l'actu salon. Je ne sais pas si tu as déjà fait Provine d'ailleurs. Moi, je n'ai pas fait. Mais écoute, j'ai jamais fait parce que c'était plus distribution, mais c'est effectivement incontournable et ça fait quand même. C'est dans le panorama depuis des dizaines d'années. Enfin, depuis une dizaine d'années que j'en entends parler. Donc, on sait que c'est le meeting distributeur, en tout cas. Enfin, export. Voilà, absolument, avec les spiritueux qui prennent toujours plus de place. Il me semble qu'il y avait même cette année un hall dédié au sans-alcool aussi. Donc, on voit que ça brasse très large désormais. Ouais. Voilà. Ensuite, on a à Londres, en plein centre de Londres, on a Fortnum & Mason, donc qui est une épicerie fine, il me semble, qui est à Piccadilly, qui a une boutique à Piccadilly, qui a ouvert une distillerie en fait au 3e étage de la boutique en question. Ah ouais. Donc voilà, ils produisent 2 marques de gin et à côté de ça, ils organisent évidemment des dégustations et également la possibilité de personnaliser ta bouteille sur place. Donc voilà, donc une distillerie en plein cœur d'une boutique de luxe à Londres, au 3e étage pour le coup. Donc voilà. Et à une toute autre échelle, c'est la news suivante, on a appris que Campari allait investir 161 millions de dollars pour bâtir une 2e distillerie sur le site de Wild Turkey. Voilà, donc on voit qu'il y a des investissements qui sont, c'est 161 millions, c'est vraiment waouh. Le truc est assez ouf. Et j'ai sorti un peu ma calculette dans la newsletter. Bien joué. Parce qu'ils communiquent donc sur les capacités de production en proof gallon. Voilà, j'ai voulu convertir un peu tout ça pour qu'on se fasse une idée des volumes que ça représente en bons litres de chez nous. Ouais. Donc voilà, donc en gros, ils vont augmenter leur capacité de production de 9,5 millions de litres d'alcool pur, je précise bien, alcool pur par an. Ça équivaut à 5 millions de proof gallons. Voilà, pour atteindre 26,5 millions de litres d'alcool pur par an contre 17 millions actuellement. Donc voilà, donc si vous avez une distillerie ou quoi, vous voyez un peu le changement d'échelle qu'on peut avoir quand on s'appelle Wild Turkey. Impressionnant, ouais. Et d'ailleurs, Fortnum & Mason, c'était pour dire que c'était assez chic aussi, la manière dont ils amènent la partie distillerie, qui connecte, on dirait, un petit peu le côté parfumerie, quoi. Tu vois, c'est propre, léché, petit, mignon. C'est très léché. Sur leur site, il y a quelques photos un peu plus où tu vois les petits bocaux d'épices et tout. Enfin, un petit côté, petit atelier, quoi. Ouais, sympa. Très mignon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? En parlant de distillerie, là, aussi à une autre échelle, simplement pour citer que la formation se développe pas mal, j'ai l'impression, en France, au niveau de la distillation. C'est que clairement, il y a une demande et on a notamment Distillerie Mammen, qui est située en Bretagne, qui a lancé un programme de formation sur 5 jours pour ceux qui voudraient s'initier à la distillation, mais aussi tout ce qui est à côté, des choses plus réglementaires, comme les démarches administratives, tout ça. Sachez qu'il y a une nouvelle formation qui existe en France, au-delà du CIDS, au-delà de, je sais pas, il y a des distilleries Baptiste qui fait de la formation aussi, il y a Moby Dick aussi en Bretagne. Enfin voilà, on voit que l'offre s'étoffe. Voilà, et qu'en même temps que les brasseries
les brasseries, les distilleries, et que on voit que le whisky de France se développe, tout ça, distillerie de gin, il y a aussi évidemment, il faut former les gens. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est toujours bon. Ça fait quand même un petit peu sourire un module de 5 jours parce que tu as l'impression que tu sors de là, que tu peux ouvrir ta distillerie. Après, je pense que c'est un bon panorama, donc c'est chouette de voir ça. Après, tu vois, oui, dis-moi. Toi qui es passé de l'autre côté aussi, tu avais touché du doigt quand même la prod. Alors, je pense quand même en 5 jours, tu peux avoir un très bon défrichage. Et après, il y a toute une partie, tu vas découvrir par toi-même et tout. Mais au moins, je pense que pour te mettre le pied à l'étrier, pour dire, OK, c'est ça la prochaine étape si je veux développer un projet, ou tiens, j'y connais absolument rien et je découvre, c'est comme ça qu'on distille, ou c'est ça qu'il faut faire. Ou tiens, il faut aussi penser à, je sais pas, à ton inventaire pour les douanes ou quoi. Bon, je sais pas. Moi, je suis plutôt. Je pense qu'il y a matière. Et puis après, ça dépend des modules. Tu vois, le CIDS a plein de modules qui peuvent durer d'une journée à, je sais pas, peut-être 2 semaines, je sais pas. Oui. Donc voilà. Donc après, ça peut être très spécialisé. Mais je pense que bon. Non, c'est bien. De toute façon, Oui. De toute façon, en tout cas, c'est bien que ce soit accessible pour tous ceux qui ont envie d'apporter quelque chose dans l'univers d'Esprit, quoi. Ils ont un projet, c'est cool. Absolument. Donc voilà, formation, donc il y a matière. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, Citadel, qui apparemment travaille, on parlait de Gundlivet un peu avant. Citadel, un exemple parmi d'autres, qui travaille justement à des formats éco-poche de 2,8 litres ici. Voilà, donc dans toute cette démarche éco-friendly, plus léger évidemment, c'est plus léger que le verre, c'est plus pratique, plus facile à transporter, ça casse pas, enfin bref, pour tout un tas de raisons, donc voilà. Donc Citadel travaille dessus, au-delà de visiblement EcoSpirit et tout. Ouais. Ensuite, et d'ailleurs, tiens, toi qui travailles à Maison Villevert aussi, est-ce que c'est peut-être des choses sur lesquelles Maison Villevert travaille aussi? Nous, par exemple, en fait, il y a plein de nouveaux challenges pour tous les acteurs. C'est pour ça que ça devient de plus en plus, pas complexe, mais quand tu grandis aussi, il y a des étapes, il y a des paliers nouveaux et toute cette découverte côté industrialisation. Quand tu as des engagements pour réduire tes émissions CO2, nous, on doit les réduire de 50% d'ici 2030. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, effectivement, même au niveau du PAC, on va aller chercher là où il y a le plus d'impact, justement. Et forcément, le verre reste, au niveau du packaging, le premier facteur. Donc, toutes les solutions envisageables sont bien. Après, il faut qu'on trouve des moyens pratiques qui délivrent une bonne expérience et que tout le monde s'y retrouve. Mais je pense qu'effectivement, les choses sont en train de bouger. De toute façon, ça ne veut pas dire qu'on va perdre des bouteilles. Ça veut juste dire qu'on va proposer des alternatives différentes. Je pense que c'est surtout en fait ciblé pour le CHR. Où finalement tu peux fournir un petit lot de bouteilles à un bar et après ils les re-remplissent, quoi. Et comme ça, t'as l'aspect esthétique, pratique de la bouteille dans le rack ou dans le back bar. Ce sera qu'un retour aux sources. Tu te souviens, au 19e, avant que les marques existent en tant que marque, on expédiait le fût. Et c'était justement l'embouteilleur local, enfin le distributeur local qui des fois mettait sa marque et on a créé des produits en bouteille pour que ce soit la marque du producteur finalement qui soit devant le conso. Donc le côté, on va dire effectivement vrac, il peut être de qualité si on le contrôle bien. L'important c'est de s'assurer qu'il n'y ait personne qui abîme les produits, quoi. En cours, ou qui coupe. Voilà. Absolument. Effectivement, c'est d'autres challenges, voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? On a, on parle, ça introduit finalement ce que tu disais, ce que tu peut-être avancé là, le côté peut-être contrefaçon, de re-remplir des bouteilles avec des choses pas très légitimes. Et il y a Vrai Nephew qui est un rhum jamaïcain, qui est victime de ça apparemment en ce moment en Grande-Bretagne, avec des gens qui ont été hospitalisés après avoir bu ce rhum. Donc évidemment, carrément la marque, donc la marque a évidemment dû réagir, expliquer que en fait, achetez déjà en premier lieu vos bouteilles chez des revendeurs légitimes. Et puis aussi pour souligner que quand tu ouvres la bouteille, il y a un craquement spécifique. Voilà. Donc, exact.
Donc voilà, donc ça se passe en Grande-Bretagne, donc ils finiront peut-être par remettre un Gouala, comme dans les pays, tu sais, en Amérique latine, on voit souvent le bouchon anti-remplissage. Ils finiront peut-être par faire ça. Hein. Alors, a priori, c'est pas dans l'air du temps parce que j'avais relayé une news il n'y a pas si longtemps que Bacardi, justement, arrêtait tout ça dans, je sais pas si c'était au Brésil, au Mexique ou quoi, justement pour réduire le plastique. Le plastique. Donc, il y a un peu... Bien sûr. On est un peu dans tous ces, il va peut-être ces choses qui se confrontent. Système, voilà. Peut-être inventer le truc. Donc voilà, à suivre en tout cas, acheter là où il faut. Voilà. Ensuite, tiens, on en arrive au trophée du bar. Donc pour les news bars, les trophées du bar donc, ont annoncé là, leur retour pour l'édition 2023 qui démarre dès la fin du mois d'avril là. À Toulouse, si je ne m'abuse. Hein. J'ai fait une petite coquille dans la newsletter, j'ai mis Rennes, mais c'est Toulouse. On commence par Toulouse, Voilà, donc écoute, et puis, oui, du coup, on revient, 19e édition, hein, donc là aussi, c'était assez drôle de voir le mot mixologie dans les tendances de ce wine d'Ainata tout à l'heure, parce que si tu veux, le mot mixologie, il est même rentré dans le dictionnaire Larousse au moment où j'ai publié le Larousse des cocktails en 2003. D'accord. Et de voir maintenant qu'il est en usage commun, c'est assez drôle. Et du coup, c'est juste que effectivement, on relance la 19e édition et que c'est un concours. Voilà, c'est tout simplement de très beaux produits qui sont mis à disposition et le cadre créatif, il est très ouvert également. Et comme j'aime aussi le dire, c'est ce qui fait aussi la qualité d'un concours. C'est un peu le système d'évaluation. Et voilà, chaque concours est différent, mais nous, on se déplace en région. Donc, avec les masterclass, c'est l'occasion de déguster les produits pour choisir ses armes un petit peu. Donc, déjà, on fait une tournée de France. Hein, c'est quand même 3 à 5 000 kilomètres en général pour faire ça. Donc, on tourne comme ça sur 2 mois. Et puis après, effectivement, les bartenders peuvent choisir les produits qui les tiennent à cœur, pardon, et puis ils présenteront après leur recette. Hein, c'est pas un dossier, ils vont présenter la recette et avoir un retour aussi du jury. Donc c'est vraiment quelque chose. Ce qui est bien, c'est que tous les bartenders, on en a entre 80 et 100 chaque année. On a vraiment des gens passionnés, motivés, qui veulent aussi montrer ce qu'ils sont à travers leur création. Donc c'est vraiment chouette. Et puis après la petite particularité du concours, c'est qu'on peut gagner quand même un voyage pour 2 à l'international, et c'est un peu la cerise sur le gâteau, hein. C'est-à-dire qu'au début, le concours, c'était faire gagner de l'argent, c'était le premier concours à faire gagner une somme d'argent, et puis j'ai souhaité transformer ça en un souvenir. C'est-à-dire que du coup, toute ta vie, ce voyage que tu auras fait, tu te souviendras que tu l'as eu grâce à ton travail, à tes efforts. Je trouvais ça pas mal de connecter les deux, quoi. Donc voilà. Et puis, pour faire un petit reveal, vu qu'on est ensemble, c'est de parler des 3 thèmes qui seront en ligne très, très prochainement. Alors, c'est toujours des thèmes qui sont plutôt ouverts, qui permettent d'aller chercher pour chacun ce que ça peut représenter. Donc, on peut s'inspirer et on voyage justement de différentes manières, mais on peut aller choisir une période. Donc, ça peut être une période temporelle, une période de l'histoire du bar. C'est très large par ce sens-là. Donc, on est un peu dans la temporalité. Ça peut être aussi un courant artistique. Ce courant artistique, il peut être justement dans l'architecture, dans la décoration, dans une forme d'art. Voilà, tout est ouvert, on ferme rarement et on voit ce que les gens veulent nous présenter. Et ça peut être encore en phase avec une destination dans le monde. Hein, donc ça peut être une inspiration, comme ça peut être connecté avec un terroir. Donc c'est toujours, encore une fois, le thème, il est là pour donner une raison au bartender de nous expliquer son processus créatif. Il n'y a pas des points parce que tu as choisi tel ou tel thème. C'est qu'une excuse, quelque part, pour lui donner la parole. Ouais, c'est pour et guider, voir la logique. C'est ça. Donc, tu m'as dit 3 thèmes. Donc, il y avait le côté temporel, il y avait le côté... courant artistique, choisir un courant artistique, et aussi une destination. Donc, en lien avec ou un terrain. Voilà, donc on choisit un thème, hein, on fait pas les 3, on développe pas les 3. Oui, on choisit un thème. Après, il y en a certains, parfois, ils arrivent à te connecter aussi. Hein, tu vois, ils souhaitent te connecter. Donc,
tu peux. Mais j'ai fait l'art moderne au Brésil dans les années 80. Exactement. Mais on l'a vu. Hein. C'est pour ça que je dis ça. D'accord. Après, c'est ouvert, mais juste un thème, ça suffit. Et puis de toute façon, on est toujours dans l'évaluation. On est vraiment pour sortir le meilleur de chacun. On cherche pas à dire ah t'es pas dans la case ou ça c'est pas bien exécuté. On a un jury. On a Hyacinthe Lescouette du Cambridge Public House et Simon Cholet de Symbiose à Bordeaux. Et du coup voilà, on a un beau jury. Et vraiment pour moi, ce qui fait la qualité, et c'est eux qui tournent aussi sur toutes les villes. Donc tu as vraiment le même jury qui évalue tout le monde. Et ça c'est important. Voilà. D'accord. Et c'est le principe depuis toujours des trophées du bar. Donc, si je comprends bien, donc ça démarre avec 12 masterclass donc à travers la France. Donc, on voit que ça va de Toulouse à Lille, en passant par évidemment Strasbourg, Paris et compagnie, Lyon, Nice. Ça démarre le 30 avril, ça finit le 31 mai, toute cette phase-là. Donc là, les bartenders viennent et peuvent goûter les produits, faire leur sélection. Voilà, donc ils peuvent écouter aussi les marques, prendre la parole. Nous, on présente toutes les marques partenaires. Et donc, des fois, il y a des intervenants. On a des distillateurs qui vont être présents sur certaines villes selon leur agenda. Donc, on annonce tout ça un petit peu en amont une fois qu'on a plus de précision. Donc, on donne l'adresse et l'horaire. En général, c'est en début d'après-midi. Et donc, soit tu peux assister à la masterclass, mais bon, si tu n'as pas le temps ou parce que tu l'as fait l'année dernière, tu peux aussi venir juste goûter tes produits que tu voulais, ceux que tu voulais travailler. Voilà. Donc, ensuite, une fois que tu as fait ça, tu as des qualifications. Donc, c'est quoi? En gros, tu t'inscris sur le site. Oui, tu envoies ta recette au moins 10 jours avant. D'accord. Et tu vas venir physiquement présenter ta recette au jury. D'accord. Ok. Donc, et là, à partir de là... une fois qu'on a fait les 8 villes, on sort les 12 meilleurs résultats. D'accord. Les 12 meilleurs auront leur place en finale. Et il y a un quota par ville ou c'est... Non, justement. Des fois, il y a des villes où malheureusement, donc, qu'il y ait beaucoup de monde à une ville ou pas, ça n'a pas d'impact, justement. D'accord. Sinon, il y en a qui tenteraient évidemment des fois d'aller dans les plus petites villes, on va dire, pour essayer d'avoir le plus de chance. Les petits filous. Et c'est ça. Et c'est pour ça ayant le même jury partout, c'est ce qui permet de pouvoir faire ce système-là, en fait. Ok, donc ensuite, qualification régionale. Donc là, il y avait 12 masterclass, là, il y en a 8. Et donc, les 12 meilleurs participent à une finale, donc, qui est le 24 septembre à Paris, au Paris Design Center. Bastille Design Center. Donc, boulevard Pardon. Richard Lenoir. Et ce qui est sympa aussi, c'est que c'est pareil, c'est une ancienne quincaillerie du 19e. Donc, il y a un cadre très sympa, c'est authentique. Et puis, c'est moderne à la fois. Donc, voilà. Et là, le public peut voir aussi, donc on peut assister à la finale, s'inspirer, et c'est un dimanche, donc ça peut drainer un peu plus de conso aussi, de grand public, qui s'intéresse de plus en plus à cet univers comme on l'a vu. Ok. Bah écoute, très cool. Donc au final, les finalistes sont passés par une phase aussi régionale. Là, on voit beaucoup de concours où finalement, c'est juste, t'envoies une photo sur Instagram et puis voilà. Quoi. Oui. Bah ça a été la particularité du concours. Hein. Quand même, il y a 20 ans, quand on l'a créé, d'essayer de faire quelque chose de différent et de rester dans ce rapport humain aussi, et tout le partage et tout le chemin. Parce que là, quand ils sont qualifiés en régional, quand ils remportent leur place en finale, si tu veux, il y a encore du travail. On va lever le niveau d'exigence et ils vont avoir pas mal de choses à préparer. C'est pour ça qu'ils ont 3 mois, malgré le travail, le quotidien, pour se préparer, avec de la dégustation à l'aveugle, un cocktail classique aussi au moment du passage, tu vois, enfin il y a plein de choses. Une épreuve de rétro-assemblage qui se fait par équipe. D'accord. Parce que t'as beau être en finale individuelle, il faut aussi de la cohésion, de l'écoute. Donc voilà, c'est plein d'épreuves différentes. Test écrit. Ah, ok, oui, c'est pas. Tu te pointes pas en finale juste pour refaire ton cocktail de région. De la qualif. C'est ça. Ok, non, c'est beaucoup qualification, tu as gagné ta place en finale et puis maintenant, on va monter de niveau. C'est ça. Ce qui fait que nos 12 finalistes sont des ambassadeurs de la profession, finalement. Et évidemment, il y en a un qui gagnera. Et les 3 premiers remportent un prix. Premier, un voyage international, et le deuxième et troisième, un voyage en Europe. Mais je veux dire, le plus important, c'est qu'on a 12 ambassadeurs du métier chaque année, donc c'est chouette.
Très top. Ok, ben, en tout cas très clair. Donc si vous voulez voir toutes les dates exactement, il y aura le règlement aussi, tout ça. Oui. Ça se passe sur trophéedubar.fr, il me semble, c'est ça? .com. Pardon, autant pour moi. Donc trophéedubar.com, j'ai mis la bonne adresse sur la newsletter si jamais vous avez un doute. Mais bon, vous tapez Trophée du Bar, vous trouvez ça sur Instagram, sur Google et compagnie. Et on relaie évidemment sur Insta aussi. Et sur Facebook, je vois également. Oui. Parfait. Bah, écoutez, bonne chance à ceux qui participent. Hein. Donc, vous avez bien noté les thèmes. Voilà. Je te propose qu'on continue, on reprenne le fil. Bien sûr. Après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans le monde du bar? Ah bah tiens, tu vas peut-être me donner ton avis là-dessus. Il y a apparemment un truc assez trendy en ce moment qui est l'espresso martini avec un petit garnish parmesan. Ouais. Et voilà, et ce qui était un peu peut-être une blague à la base est devenu un peu un trend visiblement sur Instagram ou TikTok. Et franchement, pour avoir vu la vidéo, ça n'a pas l'air dégoûtant du tout. Ça a l'air intéressant. Bah, c'est surtout qu'Algebra, qui est notre partenaire au Trophée du Bar, avait travaillé sur une recette avec du parmesan. Depuis un moment, c'était dans les tubes et là il l'a lancé en édition limitée. Il a profité de ce buzz, mais ils étaient déjà là-dessus, quoi. Donc tu vois, il y a effectivement des connexions. Après, High Proof Preacher. Écoute, alors il l'a vraiment fait, Yves. Tu vois, parce que moi j'ai vu le truc, je l'ai pris pour un poisson d'avril, tu vois. Ouais. Bah, je sais pas, il faut voir. C'est ça qui est assez drôle, c'est que tu vois, on parlait du truc où tu prends la température des fois et tu te rends compte que ça marche. D'accord. Après, le parmesan, c'est surtout, tu sais bien qu'il y a des gens qui vont aller chercher de l'umami dedans aussi parfois. Donc, c'est peut-être pour ça que, après, aux US, franchement, en termes de combinaison, on a quand même de tout. Hein, donc, faut avoir peur de rien. Donc, tout est possible. Ok, bon à savoir. Bah, tu vois, parce que j'ai relayé le Algebra là aujourd'hui d'ailleurs, et moi je l'ai classé dans les poissons d'avril. Je pensais pas du tout que. Mais écoute, bon, on va voir. Petit brain fuck. Je me demandais. Bah, écoutez, donc Algebra qui est partenaire aussi des Trophées du Bar, donc à voir, peut-être s'il existe, il sera en dégustation en masterclass. Voilà. Exactement. Voilà. Une bonne raison d'y aller en plus. Donc voilà, donc c'est High Proof Preacher sur Instagram et TikTok qui propose la recette. Franchement, allez voir ça. Ça a l'air plutôt pas mal du tout. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah tiens, du côté du sans-alcool, en fait, il y a un bar qui s'appelle The Virgin Mary Bar, qui est le premier bar sans alcool à Dublin, en Irlande, qui a ouvert il y a 4 ans et qui a fermé en fait. Donc voilà, j'ai pas le détail exact, mais voilà, est-ce que le trend de sans alcool ne va pas aussi loin pour qu'un bar puisse fonctionner sur cette thématique? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, peut-être peut-être qu'à l'époque, il y avait aussi moins de mise en avant du sans alcool et que maintenant que tout le monde en propose, ce n'est plus une destination aussi. Ah, peut-être, effectivement. Mais en tout cas, je suis très curieux parce qu'on voit des caves sans alcool qui commencent à ouvrir en France. Il doit y en avoir 3-4. Donc à voir est-ce que c'est pérenne, tout simplement. Voilà, en tout cas, je suis très curieux. Mais en tout cas, bon, malheureusement, il y avait un bar dédié à ça à Dublin. Il n'est plus. Ouais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a, à Toulouse, là où tu auras ta première masterclass, il y a l'heure du singe qui a ouvert l'école du singe. Donc voilà, on parlait de formation à la distillation tout à l'heure. Il y a aussi la formation bar qui se développe sur un aspect vraiment mixo, au-delà du bar d'envoi ou quoi. Avec même un module sur la clear ice, comment la faire, comment la tailler. Donc on voit que... Non, mais c'est bien. Puis Nicolas, il fait beaucoup d'actions. Enfin, à Toulouse, mine de rien, ils essaient de construire quelque chose en local. Et c'est vrai que l'heure du singe, je crois qu'il avait lancé aussi des tutos, une petite chaîne. Enfin, il est très actif, donc c'est chouette. Absolument. Donc voilà, formation bar également. Ensuite, petite partie média. J'avais partagé il y a quelques temps, enfin il n'y a pas si longtemps, mais il y a Don Julio qui a sorti une tequila rosado. Oui. Donc rosé.
Et en fait, ils avaient fait un petit spot de 30 secondes pour promouvoir le truc, qui était assez disco et tout, avec Sonny de Boney M, il me semble, en musique. Et en fait, ils ont sorti une version de 2 minutes, de long, qui est franchement, je vous encourage à aller voir cette vidéo sur YouTube. Ça s'appelle Discover Don Julio Rosado. Le lien, pareil, est dans la newsletter, évidemment, parce qu'elle est vraiment cool. Et merci Internet de nous proposer ça, parce que c'est évidemment le genre de choses que vous ne verrez jamais en France. Oui, c'est ça. Voilà, un truc très rose, très coloré, très musical. Bref, tout ce qui ne colle pas avec la loi française. C'est ça. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez, jusqu'à preuve du contraire, vous pouvez le voir sur YouTube notamment. Donc, checkez ça, c'est plutôt rafraîchissant. Voilà. Bravo Don Julio pour ce spot. Oui, puis j'avais vu dans ta newsletter que c'était dans des filles de Porto, je crois, justement, c'est ça? Oui, Porto Ruby, ouais, absolument. Ouais. Donc voilà, donc la tequila rosée qui se développe également, donc un autre trend à suivre. Donc voilà, Don Julio, très très sympa. Sur un côté plus corporate, tiens, peut-être que tu auras des infos toi au niveau de Maison Vivert, mais il y a tous ces étiquetages qui commencent à évoluer, notamment dans le vin, c'est à la fin de l'année, il y a aussi dans les SPI, avec la nécessité de mettre toutes les infos nutritionnelles et compagnie sur les étiquettes désormais. Et une des choses qui a été validée pour un peu... je veux dire, contourner la chose, c'est en fait, on a le droit d'apposer un QR code qui lui renvoie vers des infos plus détaillées. Comme ça, on n'est pas forcément obligé de tout détailler sur la contre-étiquette. Oui. Et Absolute a fait une petite vidéo qui décrit justement son étiquette digitale avec tout ce qu'il y a dedans, les infos santé, les macronutriments et compagnie. Du coup, après, il y a même une plateforme européenne, et si tu veux, comme tu disais, c'est pas obligatoire pour les spiritueux, et puis après, c'est soit une démarche... De toute façon, à terme, il faudra le faire. Donc, si on prend le chantier, la plateforme, ça s'appelle la lettre U, Label. Voilà. Ouais, et c'est européen. Label, ouais. Et ça va traduire dans chaque langue, effectivement. C'est sans doute ce qu'ils ont là. Voilà. Ouais. C'est bien s'ils en sont à faire un didactèle et tout. Bon, c'est bien. De toute façon, plus il y aura de transparence, mieux ce sera pour tout le monde. Absolument. À voir est-ce que les gens finalement scannent le code, s'y intéressent ou pas, mais en tout cas au moins l'info est là et d'un point de vue support c'est intéressant parce que ça peut évoluer en fait, tu vois, alors que quand si t'es obligé d'imprimer en dur des étiquettes et compagnie, si tu les écoules pas et que t'as changé un truc dans ta recette ou quoi, c'est un peu pénible. Là au moins t'as un QR code qui peut être fixe et tu changes les infos dedans. C'est ça, c'est bien. Ça au reste gré des lots. Voilà, donc c'est Pernod Ricard qui a lancé ça sur quelques marques là pour 2023 et ça devrait être étendu à tout son portfolio monde d'ici 2024. Okay. Voilà, à suivre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau au niveau agenda, on arrive au bout quasiment. Plantation qui lance sa Tropical Week, donc à savoir que on est là où on enregistre le 4 avril. Donc depuis hier, à l'issue du Rumfest, donc voilà, il y a 175 bars dans le monde qui participent, donc des petites animations avec Maison Ferrand, et notamment une trentaine de bars en France. Donc pareil, si ça vous intéresse d'aller checker ça, un peu ces animations, ça se passe sur... il y a la liste complète sur disnews.fr, mais il y a des bars très sympas, type Copper Bay Paris, Marseille, Combat, Belleville, 1802, il y a quoi? Il y a Café Moderne encore à Paris, il y a 1933 à Nantes, il y a l'Archimiste à Lyon. Bref, une trentaine de bars qui participent. Et le Cambridge Public House d'Hyacinthe. Bordeaux. Donc voilà, pour les amateurs de rhum. Ensuite, petit rappel, juste pour annoncer aussi que depuis quelques semaines maintenant, je mets aussi en avant pas mal de design d'étiquettes dans la newsletter quotidienne et je fais des petits récaps sur le site également. Pour ceux qui s'intéresseraient plus à un aspect aussi, finalement, on parlait tout à l'heure de QB, de machin, pour rappeler qu'aussi on aime bien l'objet au-delà de... On parlait de Louis XIII et compagnie, c'est... Au-delà du liquide qui est dedans, il y a aussi l'objet qui peut faire rêver ou faire plaisir aux yeux. Voilà.
Oui, tout à fait. Donc voilà, il y a des petits récaps sur le site désormais. C'est bien, c'est une bonne rubrique en plus, c'est chouette. Voilà. Écoute, on arrive quasi au bout. Hein. Donc pour rappeler, si vous avez raté un épisode, vous pouvez évidemment regarder tous les replays sur YouTube et sur vos plateformes de podcast préférées. J'avais notamment Marc Bonneton la semaine dernière, que tu connais bien, qui a gagné les trophées du bar, il me semble. Ouais. Il y a quelques années de cela. Donc voilà, que j'ai fait un épisode avec lui. Tout ça, évidemment, dispo sur toutes les plateformes de podcast. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ah bah oui, j'ai Tank Garage Winery aussi. Et vous voulez encore plus de contenu, j'ai aussi Bottlefield Show, un autre podcast avec Ludovic Mornan, et on a parlé de newsletter 20 cette semaine, avec des newsletters très inspirantes d'une Tank Garage Winery qui est en Californie, donc pareil, pour un aspect plus communication. Si ces questions-là vous intéressent, allez checker ça également. Donc c'est Bottlefield Show. Et voilà. Mais on arrive au bout. Hein. Je ne sais pas s'il y a une news qui t'a marqué plus qu'une autre ou quoi cette semaine, mais... Écoute, mais c'est surtout que c'est très riche aujourd'hui. En fait, ta newsletter arrive à un moment, on va dire, où l'industrie des spiritueux, quand même, en termes d'actualité, c'est devenu un truc d'une intensité. Tu te souviens, il y a à peine encore 10 ans, c'était pas du tout le même rythme. Donc, tu vois, ton outil, moi, je suis abonné parce que voilà, je trouve que c'est hyper pratique d'avoir une synthèse. En plus, tu fais un filtre, donc c'est bien. Et puis c'est quand même, et tu mets en avant des choses plutôt, des belles choses, des belles actions, voilà. Donc c'est chouette. Après c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'il faut prendre le temps de se tenir au courant et on peut passer à travers quelque chose assez facilement aussi, hein, finalement. C'est tout l'intérêt de ce service que j'essaye de proposer. C'est ça. Ouais, en tout cas, voilà, il y avait donc des poissons d'avril cette semaine. J'en ai balancé pas mal d'autres hier, aujourd'hui, donc pour ceux qui sont abonnés à la Daily. Donc voilà, pour ceux qui sont friands de ça, je vous invite évidemment à le checker. On rappelle donc les trophées du bar, première étape, première masterclass dès le 30 avril à Toulouse. Vous avez toutes les dates sur le site des trophées du bar, sur Instagram également, tu les as publiées. Oui. Donc évidemment, si vous êtes bartender, il faut pas dépasser un certain degré de seniorité ou pas pour participer. Non, c'est ouvert. C'est ouvert à tous. Absolument tous les barman. Ok. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. Un beau voyage à la clé. En plus, c'est le gagnant qui choisit où il va. Hein, c'est ça. C'est ça. Il choisit sa destination. Tokyo, Singapour, Nouvelle-Orléans, New York, Rio. Là-bas, il y a de quoi. Le choix est large. Et Sydney, même, voilà. Donc, Sydney. Bon, écoutez, n'hésitez pas. Les trophées du bar. Écoute, merci beaucoup, Fernando, de m'avoir accompagné là-dessus. Avec plaisir, voilà. Frédéric. J'espère que les petits soucis techniques... Non, oui, voilà. Écoute, c'est bien. Et cette édition avec les poissons d'avril, comme ça, on verra ce qu'on a dégusté sur les masterclass. C'était chouette. Et, absolument. Et donc, merci à toi de m'avoir invité. Oui. Mais d'ailleurs, je peux l'annoncer, c'est que mon prochain invité, potentiellement, c'est Yves, justement. Ah, donc, trop bien. Donc, je vais... il va lever le voile. Exactement. On va voir chouette. Ça. Écoute, super. Très bien, ça sera après Pâques. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit like, des petites étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, ça fait toujours plaisir. Et à partager tout ça. Voilà. Moi, je vous dis pas la semaine prochaine parce que c'est le lundi de Pâques, mais à la suivante avec Yves, normalement. À la prochaine. Voilà. À suivre. Allez, merci, au plaisir Fernando. de te lire. Salut, Fred. Ciao. Ciao.